Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Vous avez bien compris que je n'étais pas un directeur financier ni un contrôleur de gestion. Votre 15e symposium Financium commence sur deux mots exceptionnels. Confiance et liberté, ici dit, exprimé, développé par votre ministre de l'Éducation nationale. Je tente d'y revenir en fin d'exposé. Il y a quelques jours, j'étais en ligne avec un ami. C'est un ingénieur nucléaire, c'est-à-dire une personne qui pense dans des dimensions que ni vous ni moi ne pouvons imaginer, grandes ou petites. Et pendant la conversation, un bruit s'invite. Et du coup, je l'interroge. Qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, tu sais, je suis en train d'examiner un traitement aquathermique pour l'inox, le verre et la céramique. J'étais impressionné. Et comme j'y comprenais rien, je lui ai posé une autre question en lui disant, mais concrètement, dis-moi. Il dit, écoute, je suis simplement en train de faire la vaisselle à l'eau chaude sous l'œil de mon épouse qui a un certain doute sur ma capacité à faire. Et rien qu'en écoutant sa réponse, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, ben vous aussi, vous jargonnez. Vous jargonnez parce que vous travaillez dans le complexe. Et parce que vous travaillez dans le complexe, vous êtes extrêmement bien gardé, si je puis dire. La grande différence entre mon ami ingénieur nucléaire et vous-même, directeur financier, contrôleur de gestion, est la suivante, à mon avis. C'est que, voyez-vous, mon ami ingénieur nucléaire n'aura jamais à s'approcher de l'homme de la rue, ils n'auront jamais un dialogue en commun, ils n'auront jamais à se comprendre, à s'entendre, à dialoguer, à parler. Au pire, imaginez la plus incroyable des reconversions et mon ami ingénieur nucléaire viendrait inventer un nouveau presse purée. Il y aurait toujours entre lui et l'homme de la rue ce qu'on appelle un mode d'emploi. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un à propos du directeur financier. Je veux dire ceci. Qui vous comprend actuellement? Dites-moi. Celui qui vous comprend, ceux qui vous comprennent, ce sont celles et ceux qui partagent les mêmes connaissances et le même langage que vous actuellement. Mais voyez-vous, tout le monde n'est pas capable de parler dans une langue étrangère dans sa propre langue. Et peut-être l'une des avancées de ce début de XXIe siècle sera pour vous et pour vos professions de se rapprocher petit à petit de l'homme de la rue, de façon à ce que tout votre savoir, tout ce que vous êtes en train de faire pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, puisse être compris au-delà de celles et ceux qui actuellement vous comprennent. Vous êtes des spécialistes et vous êtes des spécialistes dans une spécialité. Et votre association, c'est votre maison commune. Alors effectivement, pendant quelques minutes, simplement, prenons ce temps pour aller la voir vivre, comprendre comment elle est devenue. Ça fait plus de 50 ans. Comment êtes-vous devenu en plus de 50 ans? Quelles sont tout d'abord les raisons qui l'ont engendré? Et est-ce que les raisons qui ont présidé à sa naissance existent toujours pour favoriser aujourd'hui son développement? Il est toujours intéressant de se pencher sur les débuts. On est dans les années 60. À ce moment-là, l'entreprise ressemble étrangement à celle que l'on retrouve sous la plume de Balzac au XIXe siècle. Il faut relire César Birotteau. César Birotteau est un grand parfumeur. C'est un homme qui est à la tête d'une entreprise familiale. Il va développer de nouveaux produits, il va découvrir la publicité, il va accéder aux ventes de masse. Dans les années 60, pratiquement, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui change? Ah oui, il y a quelque chose de fondamental qui change. C'est qu'il y a souvent, enfin plus souvent à ce moment-là, une distinction entre le propriétaire de l'entreprise et celle ou celui qui va la gérer. Ça veut dire qu'il va y avoir deux verbes, compter et escompter, deux verbes extraordinaires. Le premier ne comprend que le présent, le deuxième intègre le futur. Et voyez-vous, toute votre raison d'être tient là-dedans, dans cette stratégie qui consiste à pouvoir avoir une vision précise sur ce qui est possible demain. C'est-à-dire que l'Association nationale, à l'époque des contrôleurs de gestion, va naître dans un contexte très précis où se définit une nouvelle stratégie d'entreprise. Ce n'est pas celle qui doit exister, c'est celle qui doit exister demain. Clairement, la première raison d'être de votre association, c'est d'abord de lutter contre l'incertitude. Ignorer l'incertitude conduit à l'erreur. Être certain de l'incertitude conduit à la stratégie.
Voilà votre première raison d'être. Conduire à la stratégie pour une entreprise. Il y a une deuxième raison d'être à votre Association nationale des contrôleurs de gestion à l'époque, c'est qu'au moment même où elle naît, elle se pose la question suivante. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion? Alors franchement, y a-t-il déjà eu un congrès, une convention, un symposium rassemblant tous les avocats qui se posera ensemble la question « Qu'est-ce qu'un avocat ?» Y a-t-il eu ensemble un symposium sur les ingénieurs, se disant « Qu'est-ce qu'un ingénieur ?» Ça, c'est symbolique de vos professions. C'est-à-dire que ce sont des professions, c'est une profession qui va au fur et à mesure étendre ses savoirs, qui va préempter des continents, qui va s'interroger sur ce qu'il serait bon de faire. Et ça, c'est un réel paradoxe. Il y a ce que vous êtes et il y a ce que vous allez devenir. Donc du coup, vous allez pointer des lacunes, vous allez pointer des manques, vous allez vous insatisfaire de ce que vous êtes pour pouvoir progresser. Alors qu'est-ce qu'un contrôleur de gestion? Eh bien la définition commence avec deux hommes. Le premier est un pédagogue, c'est un formateur, c'est un passeur de savoir. Et le deuxième est un gestionnaire d'entreprise, c'est un secrétaire général d'entreprise. Toute votre association, en début, va tenir dans la richesse de cette hybridation. Jusqu'à aujourd'hui, votre lignage est celui-là. Du pédagogue ou bien du formateur, vous êtes aujourd'hui encore un centre d'études, un centre de savoir, un centre de recherche et développement. Vous n'avez jamais cessé de l'être et de compiler, de ce point de vue, études et recherches. Et de l'autre côté, toujours, vous avez été également au service de l'ensemble de vos adhérents, chaque fois que ceux-ci étaient eux-mêmes au service des entreprises qui les employaient. Et donc, du coup, il y a une nécessaire proximité. Et cette nécessaire proximité va se traduire d'abord par une intention géographique. Il y a un premier regroupement géographique qui va s'effectuer, premier groupement régional, il sera établi à Lyon, c'est le groupement Rhône-Alpes. Notez que, quand on revoit l'histoire, on peut toujours la refaire, mais c'était bien vu que la création de cette association, elle tombait à pic. Reprenez simplement en quelques mots, quelques points, l'économie des années 70, premier choc pétrolier, deuxième choc pétrolier, puis une inflation à 2 chiffres, raréfaction du crédit. Franchement, on a l'impression d'un parc d'attractions pour directeurs financiers. Tout ce que les réglementations permettaient en voltige et en figure libre, les intelligences et les imaginations les ont mises en place. Quand la complexité est là, on convoque les hommes de l'art, ce fut le cas. Le financier va commencer à aider le commercial, simplement à voir quel est le prix, tout ce qui structure un contrat commercial. Il va commencer aussi à se rapprocher de la division achat. Ce n'est pas nécessairement le prix d'achat qui est important, dit le directeur financier. Il y a peut-être d'autres composantes qu'il faut aller chercher derrière tout cela et qui vont faire vivre l'entreprise. Il va se rapprocher aussi de quelque chose d'embryonnaire à l'époque. On est fin des années 70, début des années 80. On parle à ce moment-là de la DRH. Oui, ça commence à arriver. Et il va déjà s'en rapprocher. Dans tous ces compartiments, votre association va poser des interrogations et imposer déjà un certain nombre de réflexions. Et au même moment, les groupes régionaux dont je parlais tout à l'heure vont évidemment se multiplier. Donc on va avoir le groupe Est à Strasbourg, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Charente, Bretagne, Pays de Loire. Au même moment se crée le comité consultatif. Alors c'est intéressant, parce qu'il va rassembler les anciens présidents, il va rassembler le président en exercice, et ils vont avoir ensemble 2 grandes missions. D'abord, tenir l'esprit de l'association et tenir la culture de cette dernière. Et c'est vrai que cette association va avoir 2 fondamentaux, 2 grands piliers de développement. Le premier, c'est une sorte de corpus de savoir commun qui vous singularise et qui vous caractérise. Mais à côté de cela, vous avez des études dossier par dossier, matière par matière, sous-matière par sous-matière que vous allez mettre en route. Et ça, ce sont, si je puis dire, des spécialités, ce sont des sujets particuliers. Alors parfois, on n'est pas loin, mais on approfondit tout ce qui est comptabilité, fiscalité, investissement, etc. À la question d'ailleurs, où se trouvent vos centres de développement, à vous, vos centres de recherche? Ah mais la réponse est multiple. D'abord, vous avez tout ce qui concerne la formation initiale, et déjà là, vous avez Dauphine, les grandes écoles de commerce, vous avez les grandes universités, c'est vrai. Ce n'est pas suffisant.
Ce n'est absolument pas suffisant. Vous avez tout ce qui concerne la formation continue, et c'est là où vous jouez de plus en plus un rôle incroyable dès ces années-là. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle les mises à jour doivent se faire, la vitesse à laquelle il faut s'interroger et commencer à répondre, la vitesse à laquelle le monde vous interroge, vous oblige à être présent, vous oblige à aller chercher, vous oblige à comprendre ce qui arrive. La comparaison, finalement, qui vous conviendrait peut-être le mieux serait une comparaison tirée de la marine à voile. Le vent change. Le pessimiste se plaint. L'optimiste espère qu'il va changer. Le chef d'entreprise ajuste la voilure. Que fait le directeur financier? Le directeur financier examine l'environnement. C'est un habile navigateur. Il sait utiliser les instruments de telle sorte que toute modification de l'environnement l'interroge sur la précision des outils techniques qui lui permettent de mesurer cet environnement changeant. Et ça, c'est exceptionnel chez vous. Cette facilité, cette vertu d'adaptation que vous avez, c'est d'autant plus étonnant que l'œil, souvent, s'accommode beaucoup mieux de reconnaître ce qu'il sait déjà plutôt que d'identifier ce qu'il y a de nouveau dans son environnement. Et c'est ici où vous excellez. Notez que la carte des météos économiques des années 80 est assez bousculée. Il n'y a pas une année sans crise. Ça fait dire à Kissinger, début des années 80, en boutade, la semaine prochaine, il n'y aura pas de crise, il n'y a pas de place dans mon agenda. Ce qui va contribuer à révolutionner votre métier, ce sera le numérique, ce sera l'informatique. Fin du siècle dernier, vous êtes sur des micro-ordinateurs avec des tableurs. Oui, mais avant ça, je ne connais pas trop vos métiers, mais d'après ce que j'ai lu, c'était quand même la préhistoire. Il s'agissait de codifier d'abord les informations dont vous aviez besoin, et cela dans tous les départements de l'entreprise. Ensuite, il s'agissait, une fois qu'on les avait identifiées, ces informations, de commencer la moisson. Donc, on parvenait, vaille que vaille, à rassembler des informations qui étaient intelligentes et sur lesquelles on pouvait structurer des analyses. Une fois que vous aviez fini vos moissons, commençait effectivement l'analyse et ensuite l'aide à la décision. Tout ceci prenait beaucoup de temps. À partir du moment où il y a une mécanisation de la donnée, à partir de là, ces moissons successives sont extrêmement intéressantes. D'abord parce que les décisions qui vont en découler sont rapides, sont extrêmement véloces. La réactivité de l'entreprise devient importante, mais il y a aussi une deuxième dimension. C'est que plus rien n'échappe au directeur financier. Vous êtes à ce moment-là impliqué et vous connaissez pratiquement tout de ce qui se passe dans l'entreprise, non seulement sur la comptabilité, la fiscalité, la finance, mais également sur tous les autres secteurs. Encore une fois, la logistique, l'opérationnel, l'administratif, bien sûr, mais également sur les RH. L'entreprise a innervé un réseau numérique grâce à quoi l'état de santé de l'entreprise, un homme, une femme, un homme, sait de quoi il retourne et en connaît l'état de santé, c'est le directeur financier. Je vous emmène dans une multinationale familiale. Je vous emmène chez FM Logistique, 23 000 salariés, basée à Phalsbourg, présente dans 21 pays, et voici l'une de ses contrôleuses de gestion, elle s'appelle Valérie. Et Valérie travaille avec des chefs de ligne. Qu'est-ce qu'une ligne? Une ligne est un lieu géographique où on assemble des palettes. Des palettes de coca, par exemple, des palettes de lessive, et tout cela va être transporté sur des points de distribution que vous appelez Auchan, Carrefour, Leclerc, peu importe. Donc, sur une ligne d'assemblage, sur une ligne de palettes, vous avez des procédures, vous avez de la vitesse d'exécution, vous avez de la sécurité, vous avez un ordre qui peut varier, vous avez tout cela. Et quand Valérie arrive, elle est jeune et elle est femme, dans un milieu d'hommes. Et donc on la voit arriver avec un certain doute. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et à force de pédagogie, à force de savoir, à force de dialogue, petit à petit, elle va indiquer que tel geste peut être plus performant, que ici, si on réfléchissait ensemble à une meilleure solution, on gagnerait encore en quelques secondes, ou on réduirait peut-être le quota de fatigue pour chacun. On va passer ainsi du doute à la confiance, et puis de la confiance à la complémentarité. C'est-à-dire que quelques semaines plus tard, c'est l'équipe sur ligne qui va appeler la contrôleuse de gestion, qui va appeler Valérie en lui disant « Dis donc, est-ce que tu peux revenir avec tes outils sur lesquels on ne comprend pas grand-chose, mais qui sont franchement extrêmement efficaces car on a gagné en performance et je pense qu'on peut encore faire mieux. Reviens,
analyse ce qu'on fait sur le terrain, ce serait quand même pas mal de bosser ensemble. Voyez-vous, avec la numérisation précisément, et avec tout ce savoir que vous accumulez chez les contrôleurs de gestion, chez les directeurs financiers, c'est pratiquement toute l'organisation de l'entreprise que vous êtes amené ou que vous avez été amené à repenser avec d'autres. Et avec elle, d'ailleurs, le management. Au début de ce siècle, avec le management, on parle surtout de management horizontal. Il y a un mot qui apparaît, qui est extrêmement surprenant dans le langage, c'est entreprise libérée. On dirait que c'est un mutant dans le paysage. D'autres mots apparaissent, beaucoup plus puissants encore, et que l'on ne peut pas quantifier. Motivation, responsabilité individuelle, autonomie, confiance, qui a été dit ici récemment. Eh bien, voyez-vous, Valérie fait partie de cette génération-là. Et Valérie est peut-être le symbole de deux préoccupations majeures au sein de votre association, les jeunes et les femmes. Occupons-nous des jeunes d'abord, les étudiants. Ici, je dirais, d'après ce que j'ai vu, et je le dis en toute humilité, j'ai l'impression qu'il y a une double générosité dans la transmission de vos savoirs. La première générosité, c'est simplement dire à celles et ceux qui arrivent, écoute, voici l'état de l'art au moment où toi tu viens. C'est-à-dire que vous faites état d'un savoir, vous faites état d'un capital. Mais il n'y a pas que ça. La deuxième générosité et honnêteté consiste à dire, tu sais, ici on a quelques pointillés et ici on a un point d'interrogation. Et je te laisse réfléchir à ce que l'on pourrait mettre à la place des pointillés. On y a déjà réfléchi, on y a mis, nous, une réponse, mais les pointillés sont là parce que notre réponse ne nous satisfait pas encore complètement. Même chose pour le point d'interrogation. Si, sur ce point d'interrogation, tu pouvais t'en saisir avec ta jeunesse, ton génie et la façon dont toi tu penses, peut-être pourrais-tu déjà apporter ton écho à cette branche-là. Il y a une réelle générosité dans cette façon de faire. Soit je vous lègue un savoir en héritage et vous ne pouvez pas y toucher, soit je vous le donne et vous puisez dans ce que je vous donne ce qui est nécessaire pour que vous puissiez poursuivre le chemin. C'est exactement votre attitude. C'est cette double générosité-là que je voulais souligner. Et puis il y a les femmes. Alors là-dessus, voyez-vous, vos dirigeants successifs, vos présidents successifs et le mandat finissant sont assez exceptionnels. Car au début du mandat actuel, eh bien, vous étiez à 27% de femmes, vous le terminez pratiquement aux portes de la parité, vous êtes à 47%. Dans les dernières années maintenant du XXe siècle, les évolutions sont rapides, extrêmement rapides. Écoutez, rien que sur la décennie 90-2000, je me suis amusé à les pointer, mais les grands points, rien que les grands points que votre association a réalisés, vous allez voir, ça donne le tournis. C'est incroyable. On commence doucement. 90, lancement des premiers petits déjeuners en Île-de-France. 93, vous recrutez votre premier délégué général. On structure. Création ensuite de 3 groupes de travail, et pas les moindres. Services publics, collectivités locales, banque et assurance. Premier rapport, c'est en 96 déjà, premier rapport publié sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et en 99, vous avez votre premier site Internet. C'est un site qui apparaît juste avant l'an 2000. Mises bout à bout, ces initiatives montrent maintenant 2 choses. La première, c'est votre exceptionnelle capacité d'adaptation. Il n'y a pas un frémissement, il n'y a pas un tremblement qui échappe à la vigilance des responsables de votre association. Il y a une deuxième mesure, c'est que cela montre également l'engagement des professionnels que vous êtes. Je vais résumer ça en quelques verbes. Vous vous réunissez, vous vous stimulez, vous approfondissez, vous partagez, vous publiez. Toute la détermination de l'association est dans ces mots-là, percevoir, comprendre, approfondir, publier, partager. Quand le XXIe siècle se lève, c'est une nouvelle houle qui arrive. La Chine et l'Inde sont dans le top 5 des puissances mondiales. On s'inquiète par ailleurs de l'endettement des puissances occidentales, des pays occidentaux. Et puis il y a 2 chocs qui vont meurtrir les esprits. Le premier, c'est l'explosion de la bulle informatique et le deuxième, c'est la faillite Enron. Alors, ce sont de grands enseignements parce que l'explosion de la bulle informatique concernait toutes celles et ceux qui symbolisaient le futur et à qui on vient dire brutalement tu dois absolument souscrire aux exigences de la rentabilité du présent.
Et s'agissant de la faillite d'Enron, on avait une idée reçue. Too big to fail, c'était impossible. Et là, d'un coup, ça devient possible. C'est-à-dire qu'ayant perverti les règles fiscales et comptables, la faillite est là. J'ai lu dans vos écritures un euphémisme extraordinaire où l'on dit ceci, ce n'est peut-être pas de vous, mais en tous les cas, c'était écrit, c'était magnifique. Enron avait une comptabilité créative. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, si je reprends ce langage-là, je me dis que les 10 premières années de ce siècle ont vu naître des artistes incroyables et des créateurs innés. Par exemple, ça nous a conduit jusqu'à Lehman Brothers, dont certains s'interrogent, y aurait-il eu une faillite de Lehman Brothers s'il s'était appelé Lehman Sisters? En tous les cas, ça nous conduit d'abord à Bâle 2 et Bâle 3, nous sommes d'accord, ça vous connaissez mieux que moi. Mais surtout, 2008 nous conduit à ceci d'exemplaire vous concernant. C'est qu'à partir de cette date, toutes les entreprises le savent, elles vont devoir passer des caps extrêmement difficiles, compliqués, cap économique, cap financier, et ça va sans doute être long. En tous les cas, c'est d'une durée indéterminée. Alors, celui que l'on croyait, celle que l'on croyait retirée dans sa tour de chiffres, soudain, on va aller la chercher. On va aller le chercher, car on pressent bien que c'est là où se trouve la clé du futur, la clé des passes difficiles qu'il va falloir traverser. C'est un guide. Finalement, à ce moment-là, la comparaison, c'est le remorqueur de haute mer. Vous sortez quand tous les autres rentrent. Quand le grain est là et que tous les bateaux rentrent au port, c'est à ce moment-là où le directeur financier est sur place. Et c'est à ce moment-là où vous fixez un certain nombre de caps au barreur, sous l'œil d'ailleurs du commandant de bord dont vous vous rapprochez. 2008 met donc un coup de projecteur sur quoi? Sur votre savoir-faire, sur votre adresse, sur votre multidisciplinarité. C'est à ce moment-là où elle éclate vraiment. Multidisciplinarité, c'est-à-dire votre capacité à donner des impulsions, à donner des injonctions à tous les compartiments de l'entreprise selon une orchestration et un cadencement que vous-même avez décidé avec le chef d'entreprise. 2008, ça met votre fonction en évidence. On vous croyait administratif et on vous voit leader. On vous croyait monochrome et on vous voit habile sur tout le clavier de l'entreprise. On vous croyait simplement homme de finance et on vous voit polytechnicien de la chose entrepreneuriale. Et ça va changer. Parce que, voyez-vous, il faut gérer du cash, il faut gérer les stocks, il faut trouver des aides, trouver des subventions, il faut que la vie continue, il faut que demain elle puisse se bâtir. Qui va nous trouver l'argent des subventions, des investissements pour pouvoir poursuivre les projets de l'entreprise et pouvoir innover encore? On se retourne vers le directeur financier. C'est lui qui va trouver la formule, c'est lui qui va trouver la solution. Encore une fois, quand les choses se gâtent, quand le temps devient gros, c'est à ce moment-là où seuls les connaisseurs les plus avertis peuvent s'en sortir et peuvent mener l'entreprise. D'autant plus qu'à l'époque, il y a de nouveaux outils qui apparaissent. Alors d'abord, les normes comptables internationales, mais aussi les fameuses Balance Scorecards. Alors ça, c'est neuf aussi, parce que ça, c'est la réponse à tout ce que vous faisiez déjà avant. C'est-à-dire, est-il possible d'avoir des données que nous pourrions partager pour analyser ensemble de façon indiscutable la performance de l'entreprise? Et personne ne discuterait, aucun compartiment de l'entreprise ne discuterait ces données-là. Ça y est, l'outil existe. Apparaît aussi le téléphone mobile, le smartphone. Votre fonction peut devenir nomade. Et les appareils de décision de plus en plus précis. Je note aussi que ces outils-là apparaissent au moment où l'entreprise s'interroge sur son management. Jusque-là, jusque dans les années 2005-2010, le management était capital. À partir de là, le management devient capital. La façon dont on manage change les choses. Ce qui est intéressant dans cette évolution, c'est que ce sont les mentalités qui vont modifier le regard que l'on porte sur certaines choses, et ce regard modifié va modifier à son tour les outils. Je veux dire par là que quand le regard porte sur la motivation des hommes, quand l'importance est accordée à la force du collaboratif, alors à ce moment-là, on a une autre idée de la performance, et cette autre idée de la performance donne lieu à de nouveaux outils. Vous ne cessez, à partir de là encore, d'acter ou d'anticiper les changements en cours. J'en ai 2 ou 3, vraiment, rien que ça, je ne vais pas vous donner le vertige, mais sur l'année 2000-2010, il y a quand même 2-3 choses importantes que vous avez réalisées. 2005, organisation de speed networking entre directeurs financiers et DRH.
Comment est-il possible d'avoir un dialogue de plus en plus précis, de plus en plus étroit entre nous, entre celles et ceux qui manipulent les chiffres d'un côté et celles et ceux qui sont avec les hommes de l'autre? N'y a-t-il pas des passerelles entre les deux? Vous avez aussi en 2008 la création d'un comité scientifique. Alors 4 missions importantes pour ce comité scientifique. Regardez la première, rien que la première, unifier les savoirs, unifier la cohérence des savoirs, ça veut tout dire. Vous êtes tellement allé chercher partout, vous êtes tellement dans une multidisciplinarité qui fait votre richesse qu'à un moment donné, vous générez une fonction qui dit « cohérence de l'ensemble des savoirs, quelqu'un peut-il nous dresser la table des matières ?» Deuxième mission, faire vivre le côté intellectuel de l'association. Troisième, répondre à la presse. Quatrième, être étroitement lié avec toutes les composantes législatives et réglementaires en cours pour pouvoir voir, discerner si ce qui est en train de se préparer à l'Assemblée nationale est bon ou moins bon pour vos métiers et votre profession. Aujourd'hui, votre association planifie pratiquement 400 événements par an, avec également des groupes de travail importants, l'un sur les centres de services partagés, l'un sur l'intelligence artificielle, la robotisation et l'impact sur les directions financières, également sur le financement et les créances commerciales. Pourquoi je vous raconte tout ça? Dites-moi. D'abord parce que vous pouvez en être fiers, vraiment. Ce sont 50 ans d'exception. Vous pouvez en être fiers parce que ceux qui successivement ont conduit votre association jusqu'ici ont été clairvoyants avec d'autres. Ils ont été avisés, ils ont été réactifs. Deuxièmement, parce que finalement, ils ont donné du temps, ils ont donné leur passion, ils ont donné leur intelligence à l'association pour que celle-ci puisse grandir et se développer. Vous n'êtes pas une compilation d'individualités. Vous êtes d'abord un foisonnement, vous êtes une prodigalité, vous êtes une ébullition, c'est d'abord ça. Sans cette générosité, sans cette conscience de savoir partager, le directeur financier n'aurait pas la voilure que vous lui avez donnée. Là où vous porterez votre profession, elle s'étendra. Il n'y a que vous pour le faire. Personne ne le fera à votre place. Ce que vous êtes devenu, vous le devez à celles et ceux qui ont servi la noblesse de votre profession. Alors aujourd'hui, où allez-vous aller? Je dirais que vous vous êtes fortement rapproché du chef d'entreprise et vous vous êtes immanquablement rapproché, je vous assure, de l'homme de la rue. Quand on parle pognon, passer un certain chiffre, tout le monde écoute. Michel Audiard se plaît à rappeler cette vérité-là. Je veux dire par là que tout ce que vous faites de près ou de loin, à un moment donné, va intéresser le grand public aussi. Et ça, il va falloir vous y habituer. Je veux dire par là que jusqu'à présent, vous aviez parlé à celles et ceux, encore une fois, qui partageaient votre langage. Mais là où vous êtes arrivés, parce que vous conduisez des stratégies, parce que vous conduisez aussi et vous pilotez l'entreprise, il va bien falloir expliquer à chacune et à chacun qui y travaille quel est le pourquoi de cette stratégie. L'homme de la rue veut le pourquoi, il veut le sens, alors qu'il ne comprend pas vos comment. Et voilà le souci. Et c'est là où vous devez absolument intervenir et adopter un nouveau langage, si je puis le permettre. Regardez, finalement, que réalisez-vous, vous tous avec vos compétences? Vous permettez à l'entreprise de réaliser ses projets. Réaliser ces projets, permettez-moi de le dire autrement, ça veut dire que les communautés de femmes et d'hommes au travail qui vous font confiance, eh bien vous leur permettez de réaliser leurs rêves. Qu'est-ce qu'un rêve? On est proche de Noël. Qui ici, j'aimerais la vérité, a déjà reçu un pull tricoté par sa grand-mère? Je vous écoute. Qui a reçu un pull tricoté par sa grand-mère? J'aimerais que les doigts se lèvent. Allez, on lève les doigts. Qui a... Il y en a pas mal déjà, pas mal. Merci beaucoup. Parfait. Je vous prends un témoin. Je vous donne la scène. L'arbre de Noël est là et il y a un grand paquet avec un bolduc et vous savez que ça va être pour vous. Vous avez 10 ans et votre grand-mère vous dit « Mais mon chéri, il faudrait bien que tu ailles chercher ton paquet. » Et vous allez chercher votre paquet. Vous l'ouvrez et vous avez le pull tricoté par votre grand-mère. Dites-moi, le pull tricoté par votre grand-mère, il était comment? Il était moche. Il était moche, le pull tricoté par sa grand-mère. Ça, c'était la première caractéristique. Et d'ailleurs, quand vous l'avez déployé, vous avez dit « ça, jamais devant les copains, ce sera la honte ». Et donc, vous avez dit « ça, je le laisse à la maison ». Deuxième caractéristique,
Il gratte, il pique, oui c'est vrai. Chez Fildar, à la même époque, je peux vous assurer, c'était soyeux. Et je ne sais pas comment elles se débrouillaient, nos généreuses grand-mères, mais chaque fois qu'elles nous tricotaient un pull, ça grattait. Moche, gratte, quoi encore? Il était trop grand. Parce qu'elle savait que vous alliez grandir. Et donc elle tricotait 2 ou 3 tailles plus haut, tout simplement. Et donc mon chéri, maintenant il faut que tu le mettes ce pull, qui est moche, grand, et qui pique. Eh bien, voyez-vous, un rêve, c'est ça. Un rêve, c'est d'abord quelque chose qui va devenir moche, parce que rien dans le réel ne permet de l'emboîter. Ce que vous aviez en tête, ce rêve que vous aviez en tête, quand il s'agit de le réaliser, franchement, ça va poser pas mal de difficultés. Et c'est là où on a besoin d'une multidisciplinarité pour pouvoir le mettre en route. Il faut relire Lord Byron, 1635, il le dit déjà, chaque rêve que vous allez mettre en route, c'est un rêve qui va être très contraint, extrêmement difficile à mettre en place. La réalité n'est pas prévue pour ce monde de demain que vous voulez mettre en route aujourd'hui. 2. Le rêve est toujours trop grand. Il est toujours bien plus grand que ce que nous vivons. Nous l'avons en tête et nous le portons. Et vous nous permettez de le porter, vous, directeur financier. Alors oui, vous nous tracez des voies, des possibles, où ce rêve-là va pouvoir être financé, par exemple, où il va pouvoir être accompagné, etc. 3. Ça gratte. Absolument que ça gratte. Oui, parce que quand on travaille avec interdisciplinarité, il va falloir se confronter à des savoirs qui ne sont pas les nôtres. Il va falloir collaborer. Et collaborer, je vous assure que ce n'est pas simple. Il faut d'abord mettre son ego de côté pour pouvoir faire avancer le projet commun. Alors oui, un rêve est toujours trop grand. Il est toujours moche quand il faut le réaliser. Et ça gratte parce qu'on ne le réalise pas seul. Mais qu'avez-vous dit à votre grand-mère lorsque vous avez déployé votre pull, vous ne lui avez dit qu'un seul mot. Merci. Eh bien, voyez-vous, chaque fois qu'un directeur financier permet le possible, permet de tracer une voie qui permet la réalisation d'un rêve, j'ai envie de vous dire, ce qu'on ne vous dit peut-être jamais, merci.